infrared cameras pick up the shapes of men clambering into a lorry. Eventually, his fellow passengers do make room. We followed both vessels as they tried to cross the channel. The engine is still struggling. La jungle de Calais et ses tentes à perte de vue. Sous protection policière, une vingtaine de personnes mandatées par l'État détruisent à la main les cabanes de fortune. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, perdus. Il n'y a pas de violence policière, parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. What problem? Why? Excuse me. Jungle people, no mafia. No mafia people, jungle. What problem? Pour beaucoup d'entre nous, on a déjà entendu parler de la jungle de Calais. À l'époque, entre 2015 et 2016, le lieu est décrit par les médias comme le plus grand bidonville d'Europe, avec près de 10 000 exilés qui s'y retrouvent bloqués dans l'espoir de se rendre en Angleterre. Ce grand camp, il a depuis été détruit, mais ce qu'on réalise moins, c'est que des camps, il y en a depuis 1999, et surtout, il y en a toujours. Depuis plus de 3 ans, le nombre d'exilés a considérablement augmenté. Rien qu'en 2022, c'est plus de 52 000 personnes qui ont tenté la traversée. Dans l'attente de cette traversée, les exilés vivent sur ces camps dans une temporalité qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que sur place, les exilés sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a d'accès ni à la nourriture, ni aux services d'hygiène, ni à l'électricité, et un accès très limité à l'eau. En réalité, les seules personnes qui leur viennent en aide, ce sont les associations. Et entre décembre et janvier, j'ai pu suivre l'une d'elles, Utopia 56, qui vient en aide aux réfugiés dans tout le territoire français. Avec eux, j'ai pu découvrir l'ampleur de ce drame humain et honnêtement, je m'attendais pas à ça. En fait, quelques jours avant que j'arrive, les réfugiés comme les bénévoles ont été confrontés à ça. La tempête Kiaran a donc traversé tout le nord-ouest depuis la nuit dernière. C'est ici que les rafales ont été les plus violentes. Dans le Pas-de-Calais, les fortes pluies sont de retour et les cours d'eau commencent à déborder. Déjà que la tempête a causé bon nombre de dégâts sur le territoire français, alors imaginez pour les gens qui l'ont vécu sous les tentes. Et au-delà des dégâts qu'elle a pu causer, les 15 jours d'intempéries qui ont suivi ont dégradé encore plus les conditions de vie des exilés. Ce qui fait choc ici, c'est que t'as beau avoir une connaissance intellectuelle, t'as beau avoir une émotion, tant que t'es pas dedans, tu réalises pas. Ouais. Et ici, pour moi, c'est une zone de guerre. Ce que t'as vu sur le camp, il n'y a pas de baraque en bois pour se mettre à l'abri, il n'y a pas de poêle dans la baraque en bois, il n'y a pas une soupe claire distribuée par l'État. Le truc que je remarque le plus, c'est la météo, évidemment. Parce que du coup, j'étais là en juin-juillet, et là, on est le 24 décembre. Donc, beaucoup plus de pluie, donc le camp beaucoup plus gadouilleux, beaucoup plus froid, beaucoup plus de vent. Sur le terrain, des barrières en plus, les forêts rasées, le terrain encore plus abîmé. En fait, après avoir viré les tentes, etc., ils creusent pour empêcher la réinstallation. Et là, la forêt a complètement été rasée, donc ça fait bizarre aussi. Il y avait des gens qui vivaient là aussi, enfin beaucoup de gens, mais il n'y a plus depuis l'éviction. Ils ont tout coupé, ils ont mis les barrières. C'est difficile de demander aux gens un peu pourquoi ils veulent aller en Angleterre. Parfois, quand c'est des mineurs, c'est aussi parce qu'en fait, ils sont partis de leur pays d'origine et avec leur famille, ils se sont dit, voilà, je vais aller en Angleterre, et du coup, c'est compliqué aussi de s'arrêter
en France, même si par exemple un mineur, on leur explique qu'ils ont aussi des droits en France, etc. La volonté de finir le parcours en fait. Parfois c'est pour échapper au règlement Dublin. Ok. En gros, quand quelqu'un entre dans l'Union européenne illégalement et qu'il est attrapé par la police, ses empreintes sont enregistrées dans Eurodac. Ces empreintes, elles vont permettre ensuite à la France ou à n'importe quel autre pays de l'accord de renvoyer l'exilé dans le pays où elles ont été relevées. Là-bas, la demande d'asile sera étudiée dans un processus qui dure des mois, parfois des années. Mais puisque l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, le règlement Dublin n'y existe plus. C'est en partie pour ça que les exilés tentent de s'y rendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 36 manières de traverser. Soit tu grimpes dans un camion en direction de l'Angleterre au risque de te faire écraser ou de rentrer dans un camion frigorifique, soit tu traverses par la mer. Et c'est là que le drame humain prend une toute autre ampleur, puisque chaque année, c'est des dizaines de personnes qui perdent la vie en tentant la traversée. En ce qui concerne la traversée par la mer, il faut savoir qu'elles se font via des passeurs à bord de gonflables et qu'elle n'est donc possible que lorsque la mer et la météo le permettent. C'est ce qu'on appelle une fenêtre de passage. Tant qu'il n'y a pas de fenêtre, les exilés sont contraints de rester sur les camps. Le problème, c'est qu'on est dans le nord, la météo c'est jamais fiable et ce qui était une fenêtre de passage à un moment T n'en est parfois plus une 2 heures plus tard. Et ça, personne ne peut le prédire, pas même les passeurs. En plus de ça, les CRS font tout pour empêcher les exilés de prendre la mer, quitte à enfreindre la loi et occasionner des violences policières. Du coup, je découpe à partir de couvertures de survie, des chaussettes de survie qui permettent aux personnes, quand elles sont en retour de travail et qu'elles ont les pieds mouillés, les chaussures mouillées, vu qu'on n'a pas beaucoup de chaussures, on ne peut pas leur donner tous des chaussures sèches. Par contre, on peut leur donner des chaussettes et des chaussettes de survie qu'ils enroulent autour de leurs pieds et comme ça permet d'isoler le pied et d'être chaud et de ne plus avoir les pieds mouillés, même s'ils ont des chaussures mouillées. Et il va nous en falloir. Ceinture. Ok. Bébé, là il y a quoi? Ma première maraude, donc on part à 5h du matin je crois, ça dépend des fenêtres quoi. Et ouais, première maraude litho, on arrive sur une plage avec au loin on voit un nuage de gaz et en fait en s'approchant on voit des quads de flics qui foncent et le bateau coupé sur la plage. Et plus tard, on a retrouvé le groupe qui était escorté par la police vers les arrêts de bus. Et du coup, voilà, distribution de vêtements secs pour ceux qui étaient mouillés, de nourriture, de thé, etc. Moi, c'est peut-être le truc que j'ai moins compris quand tu m'expliquais tout à l'heure. C'est du coup, c'est des gens qui ont pris la mer ou qui n'ont pas réussi à prendre la mer, qui sont fait choper par la police d'abord. Quoi. Avant d'aller sur la mer, ouais. Et la police, elle les a gazés, coupé le bateau, etc. Ouais. Ok. En gros, là l'idée c'est on fait de la prévention aux arrêts de bus, donc là les gens ils prennent les bus pour aller plus proche des plages, retrouver leurs passeurs et le bateau et genre essayer de traverser. Et du coup nous on leur donne la même chose que ce que toi t'as dû faire en maraude, c'est-à-dire une feuille avec écrit un peu les conditions pour traverser, c'est quoi les meilleures conditions pour traverser, etc. Quoi faire en cas de problème. On leur redonne notre numéro de téléphone et on leur donne des capotes pour qu'ils puissent mettre leur téléphone dedans. Ah oui. Pour pas qu'ils soient mouillés si ça tombe, mais tu vois là il y a personne. Il y a des gamins là. Là il y a un groupe, il y a un autre groupe qui arrive au niveau du rond-point. Donc là on est sur au moins 30. Bon là ils y vont à pied mais il y a des gens qui sont en bagnole, c'est ça qui est bizarre. Ouais, t'as bien une trentaine de personnes qui sont passées là. Ouais, je dirais même plus avec le nouveau groupe de là. Le groupe de 4, 6, 8, 10. Ouais, 20, on peut penser qu'ils ont eu l'après, c'est ceux qui sont partis cet après-midi.
Oui, non, mais oui. Ça, on est d'accord que c'est un gros groupe. Non, ça, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe. Ouais. Un gros 50, groupe, c'est un petit groupe. Ah oui. Ah ouais. Un début de gros groupe, c'est 150. Non, ça, c'est un petit groupe. Bon, là, on vient de commencer la nuit. On a vu un groupe à un arrêt de bus, donc on a checké tous les arrêts de bus pour voir qui allait tenter la traversée. On a vu un gros groupe passer à un arrêt de bus, donc qui risque d'avoir vraiment du passage ce soir. On a préparé tout pour au cas où il y a des trails ratés, et il y en aura sûrement. Il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a eu un passage en camion où il y a des jeunes qui ont été sauvés, qui sont rentrés, des mineurs qui sont rentrés dans un camion et qui allaient finalement pas en Angleterre. Ils ont été retrouvés autour de Le Mans. Donc ça c'est cool. Et là le programme c'est on mange un bout très rapidement et on va aller continuer de checker le littoral là cette fois. En termes de vagues ça va, mais c'est en termes de vent que c'est un peu scandaleux ce qui se passe. Genre on est à 19, ouais non mais c'est pas du tout une fenêtre. Les flics ce qu'ils font quand ils font un départ de trail, quand ils sont sur la plage avec les exilés et un bateau, quand les exilés sont déjà sur le bateau mais que c'est proche de la côte, les keufs ils trouent le bateau avec des couteaux et du coup ça fait que le bateau il prend l'eau quoi, et puis du coup les gens ils tombent dans l'eau et ils reviennent à pied mais ils sont trempés. Et les keufs les laissent là et ils se barrent. Et il y a un risque de noyade pour les enfants. Il y a un risque de noyade, d'hypothermie, etc. Et du coup, donc ça c'est une de leurs techniques. Et une deuxième de leurs techniques, c'est de crever les bateaux directement sur la plage. Donc ça c'est... Et d'envoyer des lacrymos et des LBD, bien sûr. Accessoirement, ça c'est du printemps. Ça, nous, on a eu... moi j'ai eu une fois une famille qui me racontait un trail raté. Et ils étaient dehors trempés, ils marchaient. Il était genre 10h du mat, donc ils avaient tenté la nuit, ils n'avaient pas réussi. Et les keufs sont passés en voiture à côté et par la fenêtre ils ont donné des coups de matraque et par la fenêtre ils ont gazé et ils ont continué leur route, genre juste vraiment la police a ralenti et la meuf elle m'a montré les vidéos, les photos, elle m'a montré son corps, elle avait des marques de coups, l'autre meuf aussi, ils ont été 5 à témoigner sur place. Moi j'ai eu un bébé qui avait les yeux mais explosés, mais presque sorti de l'orbite, il avait 1 mois par le gaz. Ouais. Et là les pompiers te disent non il va bien, ok. Si c'était ton fils ou ta fille. S'il était blanc. Mamma mia. Eraigo che. Bang bang. À ce moment-là de la nuit, on apprend que plusieurs groupes ont raté leur tentative de trail. Ils sont pour la plupart mouillés alors qu'il fait autour de 0 degré dehors. Et j'ai pas pu vous le filmer, mais pendant qu'on était en train d'aider un premier groupe, le téléphone de l'assaut s'est mis à sonner et on a reçu plusieurs appels de détresse. Il y a 2 groupes qui sont localisés, il y a probablement que 2 trails ratés en fait. Ouais. Et sauf que les besoins sont assez des bébés qui ont besoin d'aller voir des médecins, des gens blessés, c'est un peu ça l'enjeu. Il faut appeler les pompiers en leur donnant la loc. Sauf que j'ai du mal à comprendre parce que les gens m'ont appelé, les deux j'ai été sollicitée en appel par ces groupes. Du coup j'essaie d'avoir les informations et je galère. Hi. Coucou. Allô. Ouais. Coucou. On est un peu confus avec les 3 trails que vous... Ouais, en fait on a eu 4 appels en même temps là. Ça a été un peu galère à gérer. J'ai pas de réseau. Putain. Non, personne, dont 2 enfants, 4 et 5. Non, dont 2 enfants, 4, 5 ans et 8 ans, attendent dans les dunes. Police venue, trouver le bateau puis reparti. Trail raté 2 à Saint-Gathe, putain. C'est les mêmes gens, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? La police elle est venue, elle a trouvé les bateaux? La police est venue à trouver les bateaux, et sauf que les gens étaient dans l'eau. Enfin, les gens étaient déjà dans le bateau, du coup ils sont tous trempés.
Et le truc c'est que ça a l'air d'être des groupes avec des bébés, c'est des familles quoi. Il y a des fois où c'est des groupes de familles et moi de ce que j'ai remarqué c'est que c'est souvent des bateaux où il y a des familles ou des bateaux où il n'y a pas de famille. Et là il se trouve qu'à Saint-Gad du coup ça a l'air d'être des bateaux avec des familles. Les bateaux avec les familles, je vais te dire, ils les chopent plus facilement parce que oui, moins vite. C'est ça. Parce que quand t'as un bébé forcément tu cours moins vite. Et du coup là moi de ce que je comprends, il y a au moins 3 trails ratés. 2 à Saint-Gad et 1 à Plougan, à Peupling. Plus celui qu'on vient de croiser, oui. Je veux dire, on est à peu près dans le compte des bus. Hein. Oui, non, ça fait sens. L'État laisse des gens et envoie des flics mettre des gens en situation de se noyer. Quand ils crèvent les bateaux et que les bateaux sont déjà dans l'eau et qu'il y a des bébés, l'État organise le potentiel décès d'enfants, d'ados, de toute façon il y en a, et quand ils les font partir dans de telles conditions, alors que tu as des bateaux, des millions d'euros qui sont dépensés en warship pour aller les secourir quand il y a un problème. Alors je mets ça pour secourir parce qu'effectivement ils y vont, mais ils se loupent des fois. Moi je reste intimement persuadé qu'on passe à côté de... Déjà, on ne compte pas les portées disparues. Un des scandales, que ce soit la Méditerranée, parce que je suis en train de me former, je suis bénévole aussi pour l'Armphone en Méditerranée, c'est que on ne compte que les décédés avérés, on ne compte pas les portées disparues. Il y en a combien? Régulièrement, je préviens quand je fais de la formation, un peu de la prévention, de leur dire ne tombez pas dans les pauvres, vu ce qu'ils ont déjà traversé. C'est des warriors, les mecs, les nanas, les personnes âgées, tous ceux que tu vois, tous ceux pour qui évidemment que ça te déchire le cœur, mais là ils sont arrivés, mais il reste pas grand chose quoi. Alors évidemment que c'est épouvantable les conditions dans lesquelles ça se passe, attention, il ne faut pas retirer. Mais il ne faut pas retirer non plus à ces gens la force qu'ils ont eue, et le courage, et l'énergie, et le dépassement des deuils. Donc ouais, il y a de l'impuissance absolue, et en même temps ça donne une énergie, je pense que tout le monde ici avec ses mots te le dira. On est à la fois tellement impuissant, et tellement manque de moyens, et tellement effaré. Je pense que dans le gros coup de déprime qu'il y a après le premier départ, il y a cette déception, parce qu'inconsciemment, on faisait un peu plus confiance à l'État quand même en étant en colère, même en étant antifa, même en étant tout ce que tu veux, ultra coco. Attends, c'est pas à ce point-là. Bah si, tu te le prends en pleine figure. Hello, I'm Perry. Thank you very much for you help my mom, uncle, and thank you very much for you help us to hotel and everywhere, and I never forget you. Thank you very much for just all things you do for us.